Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Clara, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par nous décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Clara, je suis la co-directrice générale de Monthly Dignity ou Dignité mensuelle, un organisme qui existe à Montréal depuis 2017. Je suis aussi doctorante en épidémiologie à l'Université McGill. Je suis chercheuse en matière d'équité en santé, donc je travaille beaucoup en ce qui concerne l'équité dans l'accès aux soins de santé et les enjeux de politique pour des populations qui sont mal desservies. Puis là, chez Monthly Dignity, vous travaillez beaucoup à vaincre la précarité menstruelle. Est-ce que tu veux d'abord nous décrire qu'est-ce que c'est la précarité menstruelle? Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, pas tout le monde qui sait que ça existe et qui sait que ça existe au Canada aussi, là. Oui, absolument. C'est deux points extrêmement pertinents. Moi, ma définition de précarité menstruelle et celle qu'on utilise dans l'organisme, c'est le manque d'accès aux produits menstruels. Donc, dans ça, j'inclus des produits à usage unique comme des serviettes, des tampons, des protège-dessous, mais aussi de l'infrastructure sanitaire comme des salles de bain, des machines pour faire du lavage. Ça peut aussi inclure, admettons, des produits connexes comme des médicaments pour gérer la douleur. Ça peut être de C'est vrai? l'infrastructure confortable Ouais, chez je pense nous. pas. Mais au-delà de ça, j'inclurais aussi l'éducation. Donc, le fait Ouais. que les gens ont un accès équitable et ouvert à l'éducation au niveau de la santé menstruelle, pour moi, ça tombe dans la définition de précarité. Donc, les gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour faire des décisions éclairées sur leur corps, pour comprendre les corps de ceux et celles qui leur entourent. Puis chez Monthly Dignity, en fait, vous travaillez beaucoup là, pour vaincre la précarité menstruelle. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, oui, absolument. Présentement, on travaille sur 3 volets ou 3 piliers d'impact, comme on dit. Donc, premièrement, notre pilier le plus important pour nous, c'est l'accès. Donc, on essaie d'améliorer l'accès aux produits menstruels dans la région de Montréal en les distribuant gratuitement à des organismes communautaires qui travaillent avec plein de populations à risque de précarité menstruelle. Donc, on a des partenariats avec à peu près 30 ou 35 organismes en ce moment et c'est des organismes très, très divers. C'est des refuges, c'est des centres de jeunes, c'est des centres pour nouveaux arrivants. C'est plein, plein d'organismes divers et vraiment dans tous les quartiers à Montréal. Vous êtes un petit peu le centre-aide Oui. de la précarité menstruelle. Exactement. Ouais. Donc, c'est très... on ne distribue que des produits menstruels, mais on les distribue de façon, je dirais, précise. Donc, on essaie de travailler étroitement avec nos partenaires. Donc, pour comprendre leurs besoins, on ne fait pas juste dire, voilà, des tampons, on se Ouais. débrouille. On travaille avec eux pour établir leurs besoins parce que toutes les populations sont différentes. Ils ont des préférences et des besoins différents. Il y a des populations qui ne préfèrent pas utiliser des produits à insertion et des populations qui utilisent que ça. Ouais. Des populations qui ont besoin des produits qui sont réutilisables. Il y en a d'autres qui ne préfèrent aucunement des produits réutilisables. Ça, ils n'ont pas le confort. Alors, nous, on essaie d'établir ces besoins parce qu'à la base, une des barrières qui existe, c'est que les organismes, même s'ils veulent distribuer des produits, il y a la volonté au niveau de l'organisme, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils devraient distribuer et où et comment. Donc là, nous, on leur aide avec ce besoin. Donc, on travaille aussi avec des fournisseurs de produits menstruels, notamment Fornix, qui nous donnent des produits que nous, on redistribue. Donc, pour ça, on les stocke, on essaie de trier un peu ce qu'on a. On va aller chercher des produits aux besoins. Donc, pour ça, le but, vraiment, c'est de pallier de pallier des expériences de précarité menstruelle qui existent présentement à Montréal. Au-delà de ça, présentement, on commence à faire de plus en plus d'éducation. Donc, on a reçu un financement fédéral de la part de WAGE, Women and Gender Equity Canada. C'est un projet pilote en fait, c'est le Fonds de l'équité menstruelle. Donc, ce qu'ils font présentement, c'est ils testent, ils vont voir à quel point c'est faisable et intéressant d'intervenir au niveau de la précarité menstruelle à travers le Canada. Donc, il y a un fonds pour faire l'achat et la distribution de produits menstruels et aussi des fonds pour faire de l'éducation. Et ça, nous, on est un des partenaires au Canada. On est très, très fiers de faire partie de ce projet. Et ça nous permet d'aller dans la communauté offrir de l'éducation à la santé menstruelle, à la précarité menstruelle gratuite. Et donc là, on a développé des modules, des ateliers gratuits et
c'est sur plein de sujets à plein de publics cibles, tous les âges, tous les genres, toutes les cultures. Et c'est vraiment une opportunité pour avoir une discussion ouverte sur les menstruations. Et on trouve que ce qui arrive, c'est que dès qu'on entame le sujet, c'est le silence au complet pendant 5 minutes. Et après ça, ça déboule. Tout le monde dit, ben moi, j'ai vécu ça. Et oui, moi aussi. Et des personnes qui ne sont pas menstruées aussi, eux aussi, commencent à participer à la conversation. On voit que c'est vraiment une façon magnifique d'ouvrir et de mettre la lumière à ce sujet qui est très peu discuté. Et dernièrement, ce qu'on fait, c'est le plaidoyer. Donc, on pousse pour des politiques qui améliorent l'accès aux produits menstruels au niveau municipal, provincial et fédéral. Donc, pour nous, le but de ce dernier palier, c'est on ne devrait pas exister. On veut qu'on convainque les gens que nous, en tant qu'organisme, on ne devrait pas être les personnes qui vont combler ce besoin. Ça devrait être quelque chose, un effort gouvernemental, un effort au niveau des organismes qui existent. Donc, c'est ça le but final. Et on le fait un peu en arrière-plan, mais ça commence à bouger de plus en plus, je dirais. Puis, tu sais, collectivement aussi, là, que ce soit le gouvernement, mais aussi comme dans les familles, plus c'est un sujet normalisé, plus tout le monde va être à l'aise d'en parler. Puis, il y aura moins de la petite gêne du début, là, le 5 c'est minutes. Ça, oui. Ça. Puis, c'est ça, dans les ateliers, tu disais aussi pour les produits menstruels, différents organismes, qu'est-ce qu'ils veulent, tout ça. J'imagine que les ateliers, ça aide aussi là, à faire découvrir des nouvelles options, parce qu'avant ça, on connaissait juste tampons, serviettes. Oui. Puis maintenant, il y a d'autres options. Donc, savoir comment s'en servir. Puis, quand on sait comment s'en servir, ça devient plus simple aussi. Là. Ça nous fait voir les choses différemment. Oui. Puis, Et justement, je pense que tu abordes un bon point, c'est que, tu sais, on touche sur plein. Tu sais, des fois, on va dire, ben c'est un atelier sur, je dirais, la base des menstruations. Et puis, même si c'est ça notre plan de base, on part sur plein de pistes de réflexion et de questionnements différents. Et pour nous, c'est vraiment une super belle opportunité de juste de présenter les produits qui existent. Donc, nous, on fait je dirais, la présentation de tous les produits que nous, on offre et qu'on connaît. Et c'est sûr qu'il y en a plus. Il y en a plus qui sont disponibles. Et d'ailleurs, de plus en plus de produits qui deviennent disponibles maintenant, que c'est un marché qui est croissant. Mais c'est une opportunité pour familiariser les gens avec des options qui n'étaient peut-être pas disponibles quand ils étaient jeunes, admettons. Parce que beaucoup de gens, tout le monde connaît des tampons et des serviettes. La majorité des gens connaissent la coupe, mais très peu de gens connaissent le disque menstruel et encore moins des serviettes réutilisables. Alors, c'est l'opportunité, on voit les gens, quand on présente, on apporte des produits, les démos, on voit le questionnement et Ah, mais c'est quoi ça? Et puis, on dirait qu'il faut juste que quelqu'un fasse un démo pour dire, ben c'est comme ça qu'on utilise ça. Puis là, les personnes commencent à se dire, ah, ben finalement, peut-être j'en essaierais. Et puis, on dirait que moi, ce que je constate dans ces ateliers, c'est que nous, on peut faire la présentation un peu dans l'abstrait de c'est ça, un produit, blablabla. On a l'utilisation, il y a le coût, il y a plein de facteurs divers qu'on présente, mais ce que les gens veulent, c'est genre, est-ce que toi, t'aimes ça? Toi, est-ce que tu l'utilises? Ah, l'expérience personnelle, ah ouais. Fait qu'on dirait qu'il y a vraiment un élément, on peut tout aller chercher cette information-là sur l'Internet, c'est disponible, mais on dirait que les gens, soit il y a comme trop d'informations et ça devient genre overwhelming, là, aller voir ce qu'il y a sur l'Internet. Fait que les gens, on dirait, veulent ces récits personnels. Ouais. Et puis, avoir un atelier avec quelqu'un, tu sais, c'est intime. Là, on ne fait pas des ateliers dans les grandes salles de 300 personnes. Là, c'est ça. On aimerait ça quand même. Mais l'atelier avec une dizaine de personnes, ça donne l'opportunité de poser des questions quand même intimes. Et puis là, on partage des histoires. Et puis, tu sais, moi, je sais c'est quoi le syndrome du choc toxique, mais je ne l'ai jamais vécu moi-même. Je n'ai jamais connu vraiment les symptômes. Puis là, finalement, en parlant, il y a une personne dans un des ateliers qui m'a dit j'ai vécu ça. Et puis, on a toute partie une discussion là-dessus. Mais ça aussi, c'est l'élément quand on choisit des produits, c'est que quelqu'un va dire, ben moi, j'utilise des sous-vêtements réutilisables menstruels. Et puis là, les gens vont dire, ah, mais est-ce que tu aimes ça? Puis là, c'est tout le review genre personnel. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment, c'est puissant en termes de vecteur de changement. Bien, tellement, là. Puis chacun amène aussi sa propre expérience. Puis quelqu'un peut dire, ah, mais moi, ça, j'aime pas ça, j'ai essayé, j'aime vraiment pas ça. Puis quelqu'un d'autre amène d'autres informations. Puis ça permet de voir les choses différemment. Puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on en apprend plus. Exact. Parce que c'est tellement personnel. Tu sais, c'est les préférences personnelles qui sont bâties par les normes culturelles de notre enfance et de notre vie, tout le long de notre vie. Et c'est aussi l'anatomie est différente. Tout le monde, le corps est différent. Puis on dirait qu'il y a
pas grand monde qui ont une familiarité intime avec leur cervix, admettons. Fait qu'on ne sait pas nécessairement comment, moi, mon corps est différent de la tienne. Mais c'est en parlant qu'on essaye et puis finalement, on découvre ce qu'on aime. Mais on dirait que c'est la confiance de vouloir tenter le terrain un peu pour y essayer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, non, non. Tu sais, moi, j'utilise ça et puis j'ai toujours utilisé ça et that's it. Ils vont jamais vouloir explorer d'autres options parce que ça demande d'y repenser. Et c'est ça, des fois, les gens, il y a un inconfort. Alors, juste à entamer des conversations, on trouve que les gens se disent, ben, finalement, je vais peut-être voir ce que ça donne. Mais d'où la pertinence de faire des ateliers. Là, on fait un podcast pour partager de l'information, tout ça, mais ça ne vient pas invalider le fait d'avoir des ateliers, parce que les ateliers, c'est vraiment propice à la discussion, puis c'est là qu'on en apprend un peu plus, puis qu'on s'ouvre. Donc, ben merci de faire ça, là, c'est super. Ben, ça me fait plaisir. C'est pertinent, oui. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face ou... Oui, mais il y en a beaucoup. Oui. Et je pense que tu l'as mentionné tantôt, mais le défi principal, et je pense que tous les défis reviennent vraiment à ce point central, c'est le manque de connaissances que la précarité menstruelle existe en Amérique du Nord. À quel point, tu sais, moi, j'en parle à des gens, ils sont comme, ah, c'est quoi ça? Ou, ah, mais ça n'existe pas ici, hein, ça, c'est ailleurs. Mais même moi, là, j'ai connu ça parce qu'en développement d'entreprise, tout ça, là, j'en ai lu beaucoup sur le sujet, puis mais on réalise pas qu'au Canada, mais quand on fait le lien après ça, ben oui, s'il y a des gens qui vont dans des banques alimentaires, ils n'ont pas plus d'argent pour se payer, ils n'ont surtout pas d'argent pour se payer des produits menstruels. Là. Exactement. Donc, oui. Non, mais exactement. Je pense que tout le monde qui travaille dans ce domaine-là, à un moment donné, ont eu ce moment cette réalisation. Oui. Ah, mais écoute, non. Et oui, je pense que le fait qu'on n'en parle pas en tant que société et qu'on y pense pas en tant qu'individuel, je pense que ça revient à la stigmatisation. C'est le fait que la société, soit par exprès ou même pas, nous a dit que c'était pas correct d'en parler. Puis, c'est encore, je te confirme que moi, je pensais plus que c'était un sujet tabou. Là. Je pensais qu'on était rendu ailleurs. Eh bien non, là, je suis forcée d'admettre que oui, il y a des personnes qui me disent clairement, oh non, moi, je suis pas à l'aise d'en parler. C'est correct, puis on respecte ça, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, et ça demande justement des petites, je sais pas, des petits moments de courage en tant qu'individu quand on en parle. Tu sais, même moi, quand j'en parle à mes proches, on s'entend que j'en parle beaucoup. Et là, mes amis commencent à en parler de plus en plus. Mais je le vois dans le moment où, tu sais, quand ils vont me dire, ben moi, j'ai mes règles. Puis là, il y a cette pause où, tu sais, on dirait qu'ils vont aller chercher la force, tu sais, d'en parler, d'avouer qu'ils ont une question ou un inconfort, ou juste simplement d'en parler. Et on s'entend qu'ils savent déjà que je travaille dans ce domaine. Et donc, c'est un milieu sain pour en parler. Tu sais, je suis ouverte à la discussion, mais il y a toujours cette petite pause, disons. Et c'est le 5 secondes où la personne se dise, ben, je vais en parler, puis je vais être courageuse, je le dis à vive voix, sans utiliser des tours de phrases comme genre and flow. J'adore les phrases qu'on utilise pour éviter le sujet. Les Anglais débarquent, c'est mon préféré. Et on dirait que, je sais pas, c'est ça la barrière qui existe. C'est le fait qu'on n'est pas capable d'en parler, même entre amis très proches. Donc, c'est pour dire que les gens qui ont le pouvoir de faire des décisions, notamment les hommes qui sont pas la vingtaine, genre, c'est pas les personnes qui sont les plus à l'aise avec ce sujet. Donc, on n'en parle pas. Le fait qu'on prend ça pour acquis qu'on a du papier toilette dans toutes les toilettes qui existent, incluant des toilettes dans les entreprises, dans nos maisons. Dans toutes les toilettes. Là. Quand on va à la station-service puis il n'y a pas de papier de toilette, on est dans toutes les toilettes. Et pourquoi pas des serviettes? Oui, mais oui. Le fait que c'est tellement... les gens ne voient pas le lien direct entre... nous, en tant que société, on s'est dit qu'on va fournir du papier toilette. C'est la responsabilité de la personne qui gère l'immeuble de fournir cette chose, mais que les personnes qui sont menstruées doivent se débrouiller eux-mêmes. Ça me frustre énormément. Et je pense que, tu sais, on entend des conversations avec des entreprises ou des écoles, des clients, c'est plein de milieux. Et puis, quand on leur pose la question, on propose l'idée qu'ils fourniraient ces produits-là. Les réponses sont, pour ma part, extrêmement étranges.
C'est le ah, mais premièrement, ils pensent que ça coûterait énormément, très, très cher. On s'entend que c'est moins que le coût du papier toilette. On en utilisera moins, juste statistiquement. C'est des produits backup, là. C'est des produits de dépannage. Oui. Donc, on n'est pas en train de dire fournissez à la population Oui. générale. Là. Exact. Si on parle d'une entreprise, un restaurant, on s'entend que les gens ne vont pas aller sur ce restaurant pour fournir tous leurs besoins menstruels. C'est juste, c'est du dépannage. Mais les gens disent, ben moi, je peux pas, c'est le budget fixe. Wow. Et on dirait qu'il y a comme l'énergie, c'est que mais c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de la personne de se débrouiller. Mais tout le monde qui est menstrué s'est déjà trouvé dans une situation où soit leur cycle était irrégulier ou juste, même moi, des fois on oublie, la vie est compliquée. Fait que là, on se ramasse quelque part puis on dit, oups, moi, j'ai pas ce que j'ai besoin. Puis au lieu de courir à la pharmacie, il devrait avoir au moins des serviettes et des tampons de backup dans toutes les salles de bain. Mais les réponses des gens qui gèrent ces types d'institutions se disent qu'ils ne peuvent pas, ou même s'ils pourraient, ce n'est pas leur responsabilité. Et je pense que c'est ces deux croyances qui sont quand même bien ancrées dans ces institutions-là, sont vraiment, ça c'est la barrière principale. Et ça revient à la systématisation, c'est que moi je ne veux pas en parler, je ne veux même pas y penser. Alors ça c'est... Mais est-ce qu'on te répond ouvertement, ah ben de toute façon, s'ils sont menstrués, ils prendront du papier de toilette en boule? Est-ce que personne te dit ça? Mais c'est probablement ça que les gens se disent. Parce que comme on s'est toujours débrouillé, ben allez-y, continuez de le faire. Personne ne s'est jamais plaint. Puis, exactement ça. C'est toujours comme ça qu'on le fait. Et pour moi, c'est la réponse la moins convaincante qu'on aurait pu m'offrir. Ben, on a toujours fait comme ça. Ben, pourquoi on devrait toujours le faire? On le fait comme ça parce que on ne pouvait pas ou on n'était pas là au niveau de la société, de l'ouverture d'en parler. Là, on l'est, je pense. Alors là, on est comme à un moment propice pour un changement vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais c'est drôle, les gens, on le dit jamais directement. C'est toujours du... Puis ça dépend à qui on parle. C'est quand on parle à des gens politiques, on a des réponses aussi de politiciens politiques. Oui, clairement. Mais c'est drôle, même dans des écoles. Je trouve, moi, là, je m'intéresse vraiment à les arguments qui fonctionnent. Et ce n'est jamais les arguments que je pense devraient être celles qui fonctionnent. Je suis intéressée. Qu'est-ce qui fonctionne? On a parlé avec une commission scolaire à Ontario qui nous a dit qu'ils fournissent des produits menstruels dans toutes leurs salles de bain, dans toutes leurs écoles à travers la commission. Bravo! J'ai trouvé ça trop bien. Et puis là, ils m'ont dit, la personne à qui on a parlé m'a dit, ben c'était l'argument qui a finalement convaincu les personnes, les gestionnaires, c'était que si on avait des produits menstruels, il y avait déjà la volonté d'en distribuer. Mais si on l'avait, souvent les écoles vont en avoir une coupe, mais c'est dans, admettons, le bureau de l'infirmière. Ouais. Et puis, il le faisait de cette manière, une étudiante trans qui voulait un produit menstruel devrait se déclarer en tant que personne trans. Alors là, pour eux, c'était un enjeu de droit humain, c'est ça. Okay. Alors là, ils se sont dit, ben OK, vu ça, on va distribuer des produits menstruels dans les salles de bain de tout genre. Ouais. Pour justement éviter que quelqu'un devrait se déclarer en tant que trans. Et évidemment, je suis d'accord avec avec le outcome, avec la raison, mais je trouve que c'est intéressant pour moi que c'est ça finalement qui a bougé l'aiguille. Juste pour éviter une polémique potentielle. C'est ça. Parce que le sujet est quand même populaire là, dans le niveau de l'identité de genre, tout ça. Donc, OK. Mais des fois, c'est pas nécessairement grave la raison. L'important, c'est le résultat. Là, oui, non, mais c'est ça. Alors, je vais pas... mais je leur félicite quand même. Mais oui, au moins, le résultat est là. C'est ça. Mais l'argument, pour moi, l'argument, c'est que c'est un droit humain. Et c'est un phénomène naturel. Alors, pour moi, c'est ça l'argument. On dirait que je me frustre quand il y a des arguments qui sont un peu plus économiques. En même temps, je comprends que c'est ça, des fois, qui bouge l'aiguille. Il y a des subventions à travers le Québec et dans beaucoup de municipalités à Montréal qui donnent des subventions pour des produits réutilisables. Donc, on achète le produit, on se fait rembourser soit une grande pourcent ou la totalité du produit. Et la subvention vient de la réduction de déchets. Oui. Mais tellement, oui. Je trouve ça super intéressant que c'est pas encore l'argument de droit humain qui a bougé l'aiguille, c'est on va réduire le coût de se débarrasser de nos déchets. Oui.
Mais en même temps, regarde, si c'est ça qui fait pencher la balance, c'est économique Mhm. pour la municipalité, c'est économique pour la personne qui utilise, c'est écologique Oui. et en même temps, c'est les droits humains qui... Tu sais, Ouais. une pierre, trois coups. C'est ça. Mais je pense que ça relève aussi l'idée que les menstruations, c'est niche, mais en même temps, non, ça touche tout. Et plus que 50% de la population. Fait qu'on Et s'entend que... 100% de la population, parce que même si on n'est jamais Oui, menstrué, on vient tous au monde grâce au cycle c'est clair. menstruel de notre mère. Oui. Là. Ouais, Donc, ouais. de près ou de loin, on a déjà côtoyé quelqu'un. Quand C'est on était ça. enfant, c'est sur ça qu'on a constaté quand notre mère... C'est ça. Sûr, Il y a le presque rapport sûr, avec ouais. tout. Oui, oui. Non, mais et on dit que, tu sais, des fois, quand on fait des demandes de subventions, des fois, on essaie de se positionner parce qu'il y a souvent des subventions ou des fonds pour, admettons, les transitions écologiques ou les droits humains. Ouais. Et nous, on se positionne un peu partout, mais nulle part. Tu sais, on n'est pas clairement dans... On n'est pas seulement... tu sais, on tombe pas sur je sais pas, dans le bassin de Vous touchez à environmentalism. tout, là. Exactement. C'est ça. Et puis là, mais je pense que ça relève un peu le point de comme responsabilité. Tu sais, les gens qui vont offrir ces fonds-là pensent que c'est pas leur responsabilité parce que ça, c'est plus à cet enjeu-là. Alors, on tombe un peu dans le néant de responsabilité et je pense que c'est justement ça, tu sais, au niveau de politique de réduction de précarité menstruelle, tout le monde dit, ben oui, je suis d'accord, mais c'est pas ma responsabilité. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut chacun se responsabiliser à 100% Oui. pour qu'on fasse avancer les choses. Parce que si tu étais toute seule, il t'arriverait pas à grand-chose, mais c'est grâce à Oui. toutes les personnes de l'organisation de Monthly Dignity, mais à toutes les autres organisations qui militent en ce sens-là. Donc, qu'on va y arriver. Puis aussi, en tant que personne menstruée, de se responsabiliser dans le sens que si on veut que notre organisation ou notre employeur en fournisse, ben c'est de déjà entamer la discussion, pas attendre qu'à un moment donné, eux, ils aient l'idée. Fait que, tu sais, chacun, je pense que si on... Comme dans un couple, on dit, c'est pas chacun des membres du couple qui donne 50%, 50%, là, c'est chacun donne 100%, puis là, on fait un bon travail d'équipe. Ben, je pense que ça serait un petit peu ça dans notre société. Oui, oui. Chacun, il faudrait qu'on donne notre 100% pour Oui. ça. Puis là, ben, on va faire avancer les choses. Mhm. Tu sais, quelle que soit la raison, là, finalement, pourquoi pourquoi est-ce qu'on les fournit gratuitement? Oui. Là? Non, non, je pense que c'est exactement ça. Ça relève un peu, tu sais, on nous pose souvent la question, c'est quoi les solutions? Tu sais, quoi faire? Et pour moi, il y a pas de solution. C'est plein de solutions qui doivent être mises en place en même temps. Ça doit être intersectoriel, ça doit être de tout. Tout le monde doit donner leur 100% pour que ce soit... Ben, en fait, pour changer les normes culturelles. Oui, les mentalités, les Mhm. mœurs culturelles. Ouais, ouais. Puis là, on parle de produits d'épanage, Mhm. on parle de gratuité ben, par les municipalités. Quelle autre piste de solution est-ce que tu aurais là, pour essayer de réduire la précarité menstruelle? Ouais, ben, pour moi, on dirait que j'évite la question, mais la première chose, c'est juste d'en parler. C'est Oui. de s'attaquer un peu à la crainte, la peur d'en discuter dans tous les milieux. Donc, pour moi, c'est vraiment la chose à faire, c'est d'entamer des discussions. Peut-être même avec nos proches, avec nos employeurs, avec les entreprises qu'on fréquente. Tu donnais l'exemple admettons, ton employeur, de poser la question, mais pourquoi? D'interroger un peu les normes et les croyances qu'on a qui sont vraiment bien ancrées dans nos pensées, nos façons de faire. Alors, je pense que ça, c'est une affaire. Mais sinon, c'est vraiment mais il y a plein... Moi, je ne suis pas économiste, alors on s'entend que mes suggestions n'ont pas nécessairement été testées ou approuvées. Mais pour moi, je pense que on devrait, à la limite, réduire le coût de base des produits menstruels parce qu'on a enlevé la taxe rose, comme on dit. Ouais. Donc là, en faisant ça, on s'est dit en tant que société, ce n'est pas un produit de luxe. Ouais. Ça, je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais là, le pas plus loin, c'est de réduire le coût à l'achat pour la personne. Donc là, on parle, il y a des municipalités qui ont des subventions, mais les subventions, premièrement, le budget s'écoule quand même rapidement. Et il faut faire vraiment de la paperasse pour aller bénéficier de ça. La personne doit se payer le produit en premier temps, ce qui est quand même un 40$, mais ça dépend, ça peut être plus. Puis là, il faut remplir plein de papiers et se faire rembourser par la suite.
Ben, ça dépend des municipalités, Oui, là. Il y oui, a des oui. municipalités, c'est un formulaire avec 3 lignes et Oui, demie, oui, non, là. c'est ça. Non, Il faut quand même le produit. savoir. Donc, je te dirais, oui, moi, je donne comme le pire des cas et des exemples. C'est ça. Il y a des municipalités que c'est vrai que c'est Ouais. fastidieux, mais la plupart des municipalités, maintenant, c'est assez simple, C'est là, simple, quand c'est même. ça, oui, oui. Fait qu'il y a quand même alors je recule un peu, mais s'il y a quand même de la paperasse à faire, mais le fait il faut savoir que ça existe. Et là, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut attendre je sais pas combien de temps ça prend pour rembourser, OK, oui, c'est vrai. mais donc ça, c'est quand même une barrière. Alors, on s'entend que là, il y a Donc, des entre le gens temps, ce que tu veux dire, entre le temps d'achat et le temps de exactement, remboursement, qu'il faut il comme faut fournir financer exact. un peu le. Donc là, tu sais, pour moi, de réduire le coût à l'achat, au moment d'acheter tes produits. Donc, peut-être que la subvention ne passe pas par l'individu, mais ça passe par les pharmacies ou les compagnies qui vendent, tu sais, les fournisseurs des produits menstruels. Ça pourrait être intéressant parce que pour moi, il y a plein, tu sais, le gouvernement fédéral vient je pense que c'est une loi, mais il vient de déclarer que les milieux de travail fédéral Ouais, doivent dans tous fournir des les produits établissements menstruels. fédéraux, Exact. les produits Ouais. menstruels doivent être Donc, gratuits. c'est magnifique. On s'entend que les employés fédéraux, c'est pas nécessairement les personnes qui vivent de la précarité menstruelle. Alors, il y a plein d'initiatives qui existent, mais qui ne touchent pas les personnes qui sont le plus défavorisées et le moins, tu sais, le plus mal desservies. Ouais. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui doit aller rejoindre ces populations. Et nous, on est content de le faire, mais je pense que ça ne devrait pas passer par le milieu communautaire, ça devrait passer par le milieu gouvernemental, les municipalités, tu sais, les villes, les entreprises. Et on dirait encore que j'évite la question, mais je pense qu'il y a pas une seule solution. Il faut que ça vienne de partout. Puis aussi, tu parlais tantôt d'éducation, tout ça. Est-ce Mmh. que tu penses que parce que quand on donne, des tampons ou des serviettes, menstruelles jetables, on donne ça à la personne, parfait, tu bon pour un mois, mais cette personne-là, le mois d'après ou 2, 3 mois après, est encore dans la même situation. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre de l'avant un peu plus les produits menstruels réutilisables? Oui. Hem, Ouais, oui, oui, that's it. Non, je suis d'accord, mais puis sur plusieurs volets. Je pense que justement, nous, on trouve que, tu sais, on parle des fois du cycle de dépendance des dons. Et justement, utiliser des produits réutilisables, ça peut briser ces cycles-là. Moi, je pense que c'est vraiment un outil puissant au niveau de réduction de précarité menstruelle. Par contre, les barrières qui existent, c'est notamment l'éducation. Les gens ne savent pas nécessairement que les produits réutilisables existent. Même s'ils savent, ils se sentent pas nécessairement à l'aise de les utiliser. Alors ça, il y a le volet éducation. Il faut venir leur chercher. C'est pas juste dire, ben, l'information est disponible en ligne. Là, on le constate que oui, l'information est disponible, mais il faut que c'est de la job venir chercher les gens et venir essayer de comme déconstruire les croyances qu'ils ont, l'anxiété, parce que on s'entend que pour une raison ou une autre, c'est anxiogène un peu d'en parler, d'en penser. Et là, on parle aussi du coût des produits réutilisables, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose de là. Et ça peut, tu sais, au même moment où on réduit les expériences de précarité au niveau individuel, c'est bon pour l'environnement aussi. Alors, tout le monde gagne dans cette expérience. Ouais, tellement. Puis quand on connaît pas ça aussi, on a l'impression que c'est tellement compliqué. Si je pense aux produits menstruels réutilisables externes, Mhm. culottes, serviettes, oh mon Dieu, c'est compliqué. Il faut que Ouais. je rince ça, là, je vais le mettre où dans ma salle? Mais tu sais, la réalité, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de le rincer. Mhm. Tu peux juste le mettre directement dans ton panier de la châle. Après ça, là, les coupes menstruelles, il y en a qui disent oui, mais là, il n'y a pas de lavabo dans la cabine. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est que ça peut durer jusqu'à 12 heures. Mhm. Donc, c'est seulement dans notre confort de notre maison. On le vide le matin. Moi, ce matin, j'ai vidé dans ma douche. Ce soir, avant de me coucher, je vais le revider. Puis, Ouais. tu sais, j'ai pas, comme là, je me sens libre, je me sens pas toute Oui. humide. Tu sais, je trouve ça vraiment bien. Fait que, tu sais, c'est de déconstruire les mythes qu'on nous a inculqués que, OK, non, mon produit menstruel, il faut que je le change sur l'heure du midi maximum, Ouais. si mon flux est modéré. Sinon, c'est à tout. Il y en a, c'est aux heures, aux 2 heures. Là. Mhm. Fait que, tu sais, de déconstruire ce qu'on sait, puis pour pouvoir devenir comme indépendant des produits Oui. menstruels. Non, absolument. Parce que je pense que c'est par là que ça passe. Là. Oui, et je pense que s'il y a beaucoup de peur, tu sais, on parle aussi du syndrome du choc toxique, mais c'est vraiment moins commun que ce l'était dans les années 80. Tu sais, les composants des tampons ont changé beaucoup. Alors, c'est vraiment moins. Tu sais, le risque existe, mais c'est très rare comme outcome. C'est ça. D'abord, il faut avoir la bactérie à l'intérieur de nous. Il faut être porteuse déjà de cette bactérie-là. Ouais. Puis les tampons, dans le fond, c'était surtout les tampons super absorbants parce Oui. qu'il y avait
les gens le laissaient trop longtemps Exact. pour essayer, toujours là, c'est par précarité, pour essayer Mhm. d'économiser. Ouais. C'est pas parce que ça ne tente pas nécessairement, c'est parce que, hey, j'en ai pas assez de tampons pour Mhm. faire tout Mhm. les Genre la 5 journée. jours de Oui. tout mon Ouais, ouais. cycle menstruel. Puis aussi, c'est l'air aussi, je pense qu'il y a Oui, dans, exact. Ça dans le permet tampon, là. à la bactérie d'exister ou de L'air, puis multiplier. que comme ça absorbe trop, ça absorbe toute l'hydratation naturelle, les globules blancs, Mhm. qui viennent aider aussi là, à combattre cette bactérie-là et qui crée un environnement qui prolifère cette Oui. bactérie. Donc là, on parlait des tampons, mais la réalité, c'est qu'il y a, dans tous les produits menstruels, il y a quand même un risque de Mhm. développer le syndrome de choc toxique. Ouais. Là. Si on laisse notre serviette menstruelle trop longtemps, mais ça crée quand même C'est un ça. environnement. Il y a aussi d'autres problèmes qui existent. On peut juste avoir des lésions. Il y a beaucoup d'effets néfastes qui peuvent. Mais on s'entend encore que c'est rare. Mais on dirait que le fait qu'on n'en parle pas, et je pense que pour moi, le terme hygiénique, je trouve ça intéressant. Et on voit toujours dans les pharmacies l'hygiène féminine ou encore des mots qu'on utilise pour pas dire la chose, euh, que je trouve intéressant et j'aime interroger à vive voix. Mais justement, le fait qu'on utilise ou qu'on utilisait, j'essaie de convaincre les gens d'utiliser le mot produit menstruel parce que c'est ça que c'est. Mais on parle, il y a le sous-texte, c'est que si tu n'utilises pas tel et tel produit, tu n'es pas hygiénique. Donc, tu es sale. Et moi, je trouve ça vraiment difficile de gérer et de déconstruire ces sentiments. Parce que justement, il y a des gens qui trouvent que des serviettes, c'est sale. Peu importe, réutilisable, usage unique, c'est sale. Des gens qui trouvent que des tampons, ben là, c'est à insertion, je ne peux pas, blablabla. Il y a tellement de croyances fortes au niveau du choix de produits menstruels. Et pour moi, justement, quand on parle de la distinction entre les produits à usage unique et réutilisables, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de permettre à la personne de faire un choix qui leur convient personnellement, leur préférence, leurs croyances, leur confort physique. Et ce qui fonctionne pour la personne, c'est le meilleur produit. Moi, c'est intéressant, tout le monde nous demande dans les ateliers, c'est quoi le meilleur produit? Il n'y en a pas, mais il y en a un pour toi. Oui. Mais il n'y en a pas en général. Oui, Ouais. exact. Et il faut avoir la confiance d'en essayer puis de trouver qu'est-ce qui est bon. Je ne vais pas juste utiliser tel produit parce qu'on m'a dit que c'est le meilleur. Puis, tu sais, l'éducation aussi, c'est pas juste comme, OK, il y a un cours théorique, puis ben là, je sais, moi, c'est quoi les menstruations. Tu sais, l'éducation, c'est comme, tantôt, tu parlais de, l'inconfort à s'insérer, quelque chose, l'insertion. Puis là, tu sais, comme les tampons, c'est tellement pas nécessaire en applicateur. Là, il y en a qui disent, oui, mais moi, j'aime pas ça, m'insérer un doigt dans le vagin. Oui. Mais pourtant, c'est ces mêmes personnes-là qui se masturbent librement, souvent sans même se laver les mains avant. Donc, alors que quand on va mettre un produit, un tampon ou un produit menstruel, bien, on va se laver les mains. Donc, c'est d'éduquer peut-être qu'éduquer, c'est un petit peu trop péjoratif, mais plutôt informer, puis après ça, la personne, ben, elle fera bien ce qu'elle veut avec cette information-là. Là. C'est ça. Mais pour moi, justement, ça relève un bon point, c'est le confort avec nos corps. Il y a beaucoup de gens qui, l'idée d'utiliser un tampon sans applicateur, on voit ils ont horreur. Mais puis d'ailleurs, j'ai été cette personne-là pendant longtemps. Il n'y a aucun jugement ou quoi que ce soit. Mais quand on regarde les choses sous un autre angle, on fait, ah, mais oui, c'est vrai, dans le fond, ça avait peut-être pas rapport à cette perception-là que j'avais des choses. Puis on n'est pas obligé. Donc, on fait juste en discuter. Puis ça, puis après ça, les personnes, si ils veulent quand même utiliser des tampons avec applicateur, c'est bien correct. Là. Mais au moins, ben, on en aura discuté. La personne aura regardé est-ce que ça convient ou pas. Bon, tu retourneras de l'autre côté si tu veux. Ou ben non, tu continueras. Voilà. C'est ça. Et c'est pas pour dire que justement, les tampons sans applicateur ils sont meilleurs. Ce n'est pas ça que je crois. Justement. Ils sont plus écologiques, mais. Ça fait plus dans des poches. Mais, mais ce que je trouve justement, c'est que la personne, les personnes ont moins tendance à interroger leurs propres croyances, leurs propres biais pour voir pourquoi est-ce que je pense ça. Pourquoi est-ce que je pense que des tampons X sont YZ, je ne sais pas. Et s'ils ont ces croyances-là, le fait de juste être conscient de, moi, je préfère des tampons avec applicateur parce que moi, j'ai un inconfort. Mais le fait de se le dire, peut-être pas à voix haute, là, mais de savoir pourquoi on a cette préférence, ça, c'est déjà un pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, moi, je n'utilise pas des tampons sans applicateur parce que ça, c'est dégueulasse.
Puis là, il y a un jugement des autres, il y a un jugement envers soi-même. Puis ça, je pense que pour moi, c'est ça le switch. C'est là où on déconstruit les stigmatisations, de dire, ben moi, je préfère ça parce que pour moi, c'est plus confortable. Et c'est là où je veux qu'on se Puis rende. des fois, c'est côté pratique, là. Tu sais, ça peut être dégueulasse si avant ça, tu as touché la porte de la toilette, puis que là, peut-être que ça peut être dégueulasse. Oui. Mais en tant que tel, l'action ne l'est Oui, pas, là. c'est ça, exactement. Donc, Et puis, c'est le fait de changer où on attribue la croyance. Ce n'est pas le produit qui est dégueulasse ou les personnes qui utilisent non. ça. C'est les circonstances qui font en sorte que le tampon, dans, je ne sais pas, les circonstances de telle personne, ne convient pas. Et puis ça, c'est absolument correct. Tu sais, il y a des gens en situation précaire qui ne peuvent pas utiliser des produits réutilisables parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'entretenir. Ouais. Et pour ça, je pense que le meilleur produit pour ces personnes-là, c'est des produits à usage unique. Et c'est pas pour dire qu'ils devraient utiliser des produits réutilisables parce que c'est plus durable ou écologique ou whatever. Là, ils devraient utiliser le produit qui leur convienne personnellement et selon leurs circonstances. Oui, puis l'autre fois, on est allé porter des produits de distribution dans un organisme et la personne m'a dit: Ah, il y a quelqu'un qui était obligé de jeter son disque, fait qu'il était content qu'on en avait d'autres. Là, Mhm. j'étais, hein, comment ça, jeter son disque? Ben non, c'est réutilisable. Mais là, j'avais pas réalisé que c'est parce que quand il y a des camps, puis là, qui se font sortir de leur camp, ils vont juste prendre leurs choses, puis ils vont juste les jeter. Oui. Donc, c'est pas la personne qui l'a jeté, c'est quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, ça prend moins de place aussi, là, peut-être à traîner. Ça peut quand même être une option, je pense, le réutilisable. Oui, En tout cas, ça prend moins de place quand c'est en silicone, là, les produits internes. oui. Peut-être que les culottes, c'est Ça prend plus de l'équivalent, c'est ça, là, des produits jetables. Mais c'est ça, c'est de prendre conscience que, OK, ben, la réalité de chacun va influencer là, les choix. Puis, ce qui Ouais. était bien hier n'est pas nécessairement bien Exactement. aujourd'hui pour nous. Oui. Là. Et je pense que ça soulève un bon point ici que nos corps changent avec le temps. Oui, mais oui. Nos préférences changent et c'est normal. Et de par nos connaissances, mais de par vraiment Oui, oui. physiologiquement aussi. C'est Là. ça, avec l'âge. Moi, mes Des enfants Exact. aussi. Oui, oui. Oui, oui. Moi, c'est différent que quand j'étais jeune. Ah oui. Et puis, tu sais, le fait de ne pas pouvoir penser à ses menstruations, ça nous limite. Dans le fond, on n'est pas capable d'aller réévaluer nos besoins pour voir comment ça a changé. Il y a des gens qui me disent, ben moi, j'utilise ça parce que c'est ça que ma mère m'a donné quand j'ai eu mes règles et puis c'est ça que je vais utiliser pour le restant de ma vie. Non, il faut voir, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que c'est toujours le plus économique? Est-ce que c'est toujours en lien avec mes valeurs? Peut-être pas. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est pour les côtés écologiques. C'est en mettant ma fille aux couches lavables. Mhm. Puis là, quand on vient d'accoucher, on ne peut pas mettre de tampons. Moi, j'avais utilisé des tampons pendant longtemps. Puis là, les serviettes roulées, je trouvais que ça ressemblait aux petites couches newborn. J'ai commencé juste à partir de 1 mois pour ne pas m'acheter 2 sets de couches. Puis c'est vraiment ça qui est fait. Attends une minute. C'est ça prend 500 ans à se décomposer. Ça aussi, il y a 90 de plastique là-dedans. Fait que là, j'ai essayé les différents produits réutilisables. Là, finalement, j'en suis venue à... C'est ça, ma responsabilité, prendre les choses en main. Puis je me suis dit, si je ne crée pas moi-même mon propre modèle, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Parce que c'est pas tellement lucratif. Hein? Les compagnies ont plus d'argent quand on peut en vendre et en revendre à chaque mois. Ouais. Mais c'est ça. Là, donc, je suis plus en mission sociale. Puis merci aux organismes comme vous là, qui faites la promotion de l'éducation et tout. Là. On apprécie énormément notre partenariat et je pense franchement que ton engagement social se voit de tout. Puis, tu sais, c'est ça que je disais tantôt, c'est sa responsabilité. Chacun, on est responsable. Donc, moi, je donne mon 100 mais toute seule, je peux pas grand-chose. Là. Puis, c'est ensemble qu'on devient plus fort puis que le mouvement se crée. Exactement. Et je pense que c'est intéressant que, justement, qu'on se parle ici maintenant, parce qu'il y a vraiment un mouvement qui accélère au Canada. On le voit. Les 2-3 dernières années, on a de plus en plus de demandes. C'est plein de facteurs, notamment la crise du logement, le coût de... Dans les banques alimentaires aussi, là, j'imagine que vous avez vu le lien. Oui. On voit les besoins accrus dans la communauté, mais on voit aussi la volonté. Il y a des gens ou des organismes qui nous demandent pour des partenariats qui n'ont pas nécessairement un besoin, mais il y a la volonté. Et puis si on ne peut pas soutenir tous les organismes, on n'a pas la capacité. La volonté d'aider, c'est-à-dire en fournissant des produits. Exactement. Okay. Il y a un intérêt et ils se disent, tout le monde. Dans tous ces cas, on voit le moment de « hey ».
on devrait agir, tu sais, pourquoi on a... Et c'est ces moments-là qui arrivent de plus en plus, je pense, dans la société. Et parce que, justement, tu sais, il y a d'autres gens qui en font. Alors, ça, on dirait que ça déboule un peu, mais c'est pas Mais c'est exactement ça. Quand on veut pas être la seule personne qui dit hey, Oui. faisons. Tu sais, on veut pas non plus se faire lancer des pierres, mais si on est plusieurs à le dire, puis tu sais, tantôt tu parlais, ça me fâche, mais tu sais, c'est cette indignation. Tu sais, je pense qu'il y a une petite différence entre l'indignation, puis toi, tu as plus l'air dans l'indignation, dans le sens que tu prends quelque chose qui t'indigne pour essayer de trouver une solution, puis l'amener positivement, là, essayer de faire changer les choses, pas juste faire chialer pour chialer, puis amener... Tu sais, c'est pas le gouvernement. Tu sais, le gouvernement, c'est qui? C'est juste des représentants de nous tous, là. Donc, agissons, puis... Oui, mais exact. Et je pense que, justement, c'est quelque chose qui a une barrière au mouvement, c'est que les personnes qui vivent la précarité menstruelle, c'est pas généralement les personnes qui ont le pouvoir dans la société. Leurs voix ne sont pas entendues au niveau politique. Alors, pour moi, il y a vraiment un enjeu d'amplifier les expériences de ces populations qui sont invisibles dans la plupart des cas. Et je pense que c'est ça qui est intéressant au niveau communautaire, c'est on est capable d'aller dire, ben il y a ces expériences-là qui existent au Canada, au Québec, à Montréal. Et puis, de faire valoriser un peu les expériences des personnes sur le terrain. Justement, je fais un peu de recherche dans le domaine et ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on demande tout court aux personnes, est-ce que tu vis de la précarité menstruelle? Ils vont dire non, 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 pas moi. Non, c'est ça. Comme ça va bien, oui, ça va, mais dans le fond, la personne, ça va pas du tout. Oui. Puis là, 5 minutes plus tard, ils vont venir te raconter des histoires d'horreur. Pour moi, c'est la précarité menstruelle, mais la personne n'a pas la capacité de se l'avouer. Soit parce qu'il y a de la gêne, on s'entend que c'est stigmatisant vivre ça, mais il y a aussi, on a été comme programmé de juste pas reconnaître que c'est un besoin. Les personnes me disent toujours, et je pense que tu l'as dit tantôt, on se débrouille. On a toujours fait de même, je vais me débrouiller. Il y en a qui prennent un bas propre, là, mais il y en a qui prennent un bas qui roule puis qui le mettent sur un tampon. Là. Mais pourquoi c'est normal. Ouais, c'est ça. Non, exactement. Et alors ça, tu sais, le fait que les personnes qui vivent ça directement n'ont pas la capacité de signaler qu'il y a un problème, là, ça ne va jamais se résoudre si on le laisse de même. Alors là, je pense c'est nécessaire d'aller interpeller les gens qui voient ça, qui le vivent par proxy et qui ont la capacité d'aller se faire entendre. Et ça, c'est pour moi l'intérêt des organismes comme Dignité mensuelle et comme nos partenaires à travers le Canada, mais comme Pornic, justement, de dire, hey, il y a un problème qui existe et puis d'aller voir les personnes qui devraient pouvoir agir là-dessus. Bien, tout à fait, là, puis c'est tellement pertinent, puis merci de faire ça. Je pense que collectivement, là, ça va changer. Plus on en parle, plus on va être beaucoup nombreuses à en parler. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci d'être venu en parler à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. À l'épisode, je pense que ça va peut-être faire ouvrir des discussions au sein des familles et des organisations. Je l'espère. Puis, Clara, est-ce que tu as envie de me raconter comment tu as vécu tes premières menstruations? Absolument. C'est drôle, j'y pense pas beaucoup, mais j'avais 10 ans, donc j'étais jeune. OK, oui, quand même. Et je pense que je savais vaguement, qu'est-ce que ça allait être. Ma mère m'avait informée. On dirait que j'avais comme pas pris, j'avais pas pensé qu'est-ce que ça allait être pour moi. Et je pense que j'étais chez mon père. Alors, tu sais, je me sentais pas full à l'aise à lui dire, yo, il y a quelque chose qui me passe. Et je pense que le sang n'était pas rouge. Je m'attendais, on dirait que ça m'a surpris que c'était un peu plus genre brun. Brunâtre, oui, parce que ça coule pas. C'est exact. Fait que là, j'ai pas catché immédiatement qu'est-ce qui m'arrivait. OK. J'avais comme, en tout cas, je n'ai pas bien compris, mais je pense que quand j'y pense, l'histoire qui me tient plus à cœur à raconter, c'est que parce que j'étais plus jeune, j'étais la première entre mes amis à vivre ça. Et j'étais au primaire et je pense qu'il y avait une autre fille dans ma classe qui était un peu plus vieille, qui avait ses règles. Et puis, Et comment tu savais? Elle en avait parlé? Parce que ma prof, c'était une amie, là, donc je le savais, mais la prof a dit,
qu'on allait rester à l'intérieur pendant la récréation, notamment un crime pour quelqu'un au primaire, et qu'on allait avoir une discussion en tant que classe concernant les menstruations. Puis là, je me sentais full visée parce que c'était clair que, tu sais, elle disait genre, quelqu'un a eu ses règles, alors on va en parler. Puis Et c'est toi qui en as parlé à la professeure? oui, ben je pense, c'est peut-être ma mère. Franchement, je me rappelle plus. OK. Mais on dirait que, tu sais, j'ai comme rien entendu dans sa petite discussion, dans sa présentation, parce que moi, je me sentais tellement gênée. D'avoir pénalisé la classe de la Oui, création, c'est ouais. ça. Puis eux, ils savaient peut-être pas, j'ai aucune idée. On dirait que je vivais juste ce moment seul dans Oui. ma tête, là, mais le fait que- qu'on me donne l'information que j'avais peut-être déjà, tu sais, j'ai clairement rien appris dans ce moment-là. J'étais juste en mode panique pendant une quinzaine de minutes, 30 minutes. Ma mémoire est assez vague à ce point-là, mais c'est le fait que, tu sais, je me sentais, on dirait qu'on dévoilait quelque chose pour ma part et moi, je voulais juste pas que les gens le sachent que c'était Ouais. moi. Tu sais, je voulais pas que c'était un moment privé pour moi que je voulais vivre moi-même et soudainement, c'est devenu public. Parce qu'elle a annoncé qu'il y a quelqu'un dans la classe qui avait eu ses menstruations. Ouais. OK, c'était peut-être ça, là, Oui, c'est ça. maladroit, là. Et puis, ben, c'est peut-être qu'elle avait discuté avec moi et cet autre élève avant. Puis là, tu sais, moi, j'avais comme l'impression que c'était très clair. C'est qu'elle, tu sais, qu'elle avait Ah! une présentation qui avait gâché la récré pour tout le monde. Et oui, je trouvais ça étrange. Et j'avoue que là, c'est dommage, mais je me souviens pas si c'était juste les filles ou tout le monde dans la classe. Parce OK. qu'à l'époque, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on avait séparé la classe pendant qu'on faisait l'éducation sexuelle ou tu sais, l'éducation juste biologique. Ouais. Alors, tu sais, c'est dommage que je me souviens pas parce que franchement, j'étais en mode panique et je ne faisais aucune mémoire dans cet état étrange. Mais oui, c'est ça, je me souvenais juste que j'avais honte et j'ai comme pas bénéficié du moment parce que j'ai pas pu recevoir l'information. Ouais. C'était pas un état pour moi propice à l'apprentissage, disons. Il aurait peut-être fallu, dans le fond, que ça soit dans un autre contexte, comme Exactement. peut-être plus tôt et pas associé à il y a une personne, Oui, alors parlons-en. c'est ça. Juste de de ma- dire. amener de manière plus générale. Là. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que c'est juste parce que ça m'est arrivé plus jeune que, tu sais, qu'on le pensait. Et puis, tu sais, Ça arrive maintenant, de plus en plus jeune, là, je pense que c'est jusqu'à 8 ouais, ouais. ans maintenant. C'est ça, nous, des fois, quand on parle de nos ateliers, on nous dit ben, au secondaire. Puis moi, je suis toujours comme, moi, ben, c'est au primaire à la base que les Ouais. gens commencent. Et c'est au début où il faut déjà avoir l'information. Parce que les stigmatisations, là, ça vient s'ancrer le moment où tu as tes premières règles et tu es comme, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et puis, c'est pas tu sais, c'est vraiment plus difficile déconstruire ses pensées ou ses croyances, ses expériences par la suite que juste de donner à quelqu'un l'information qu'elle a besoin dès le début. Ouais. Ben, merci. C'est Oui, merci. Merci de le demander. Je trouve que c'est cool d'en parler. Mais parce que c'est tellement bien parce que chaque personne l'a vécu différemment. Donc, tu sais, ça nous permet juste là, de donner, tu sais, quelqu'un qui n'a pas ses menstruations, qui écouterait Ouais. à l'émission, mais va savoir qu'OK, ben, il y a plusieurs façons de vivre. Puis là, la société a changé aussi, là. Mais, mais merci beaucoup d'avoir partagé ce Oui, ça me fait plaisir. Oui. Ben, merci beaucoup, Clara. Merci à Puis toi. on se revoit au prochain épisode.